Bienvenue, welcome. On va commencer très bientôt. C'est le Hacking Lab ici. Je suis votre MC, Olivier Bilodeau. Je suis président de NordSec, puis je travaille chez GoSecure. Je suis directeur de la recherche là-bas. C'est un grand honneur pour moi d'animer cette session-là. On a vraiment 4 belles présentations pour vous aujourd'hui. Puis, je vais commencer en présentant la première personne qui va présenter. Je vais débarrer mon téléphone. Donc, on a Clément Domingo, qui il est connu sous le pseudo Sax. C'est un expert en cybersécurité. Puis il a cofondé, dans le fond, son titre, c'est cofondateur de l'ONG Hackers Without Borders, donc hwb.ngo. Il fournit gratuitement des compétences et des services en cybersécurité. Puis, vu que c'est un NGO, c'est quelque chose pour le bien commun. C'est pas nécessairement des services pour les entreprises. Ce qui est intéressant de son sujet aujourd'hui, c'est que c'est très pertinent. Hein? On parle de ransomware sans arrêt depuis pas longtemps. Donc, aujourd'hui, il va nous parler. On va visiter l'univers des cyberattaques et des ransomware avec lui. Donc, Clément, merci beaucoup d'être là et d'être généreux de ton temps. On a hâte de voir qu'est-ce que tu as à nous dire. Merci Olivier, bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien, c'est bon ? Parfait. On va voir 30 minutes, ça va être un peu speed, mais allons-y. Donc on va parler un peu de l'univers des ransomware parce qu'on en entend énormément parler, surtout depuis le confinement et encore plus depuis le début de l'année avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc l'idée c'est de faire un peu un deep dive dessus en prenant des choses assez concrètes. Je m'excuse vraiment pour la présentation non officielle. Ce sera technique, mais pour suivre, il n'y a pas besoin quand même d'être technique. Le reste, on s'en fout, on avance. J'aime bien les citations. Donc une première citation, c'est celle qui dit « En soi, il n'y a rien de bon ou de mal dans la connaissance, la moralité se trouve dans l'application du savoir. » Je ne sais pas c'est de qui, mais j'aime bien cette citation. Et la deuxième qui est de Edmund Burke, qui dit que la seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Bon, 30 minutes avec une introduction rapide. Martine qui va faire un peu sa cybergossip, qui va jouer avec vous. Donc ce sera interactif, donc on va quand même essayer de lever la main rapidement, ouvrir un peu plus le débat, le sujet, et après repartir, vu qu'il y a d'autres qui vont prendre la suite après moi. Je vais juste rajouter quelque chose que Olivier a dit sur ma présentation. J'aime beaucoup le vin, l'énologie, j'adore cuisiner et ça permet aussi un peu de hacker des recettes. Très bien. Et accessoirement, il m'est arrivé aussi de donner des cyber-fessées, mais toujours avec un cyber-consentement, presque à 99% des cas, en faisant du bug bounty, du red team et tout ce genre de choses. Donc, si on part rapidement, quiz time, première question. Attention, lisez bien. Lequel n'est pas un ransom gang ? Vous avez 5 secondes. Est-ce que c'est le A, le 2, le 3, le 4, le 5 ? Le 2, le 1, le 3 ? Là, il y avait un piège, je demande bien lesquels n'étaient pas un ransom gang, donc un ransomware. Donc tous les autres, ce sont des ransomware, sauf NotPetya 2017 en Ukraine et Bad Rapid qui est aussi au niveau vraiment de cette même période-là. Aussi bien Ragnar Locker, lui typiquement Ragnar Locker, ils sont connus pour avoir tapé dernièrement la TAP, donc le transport aérien au Portugal. RansomX dont on a parlé dernièrement, moi je trouvais ça totalement fou parce qu'ils ont ils ont du coup défoncé Ferrari, et sauf que 3 jours avant, donc le 27 septembre de mémoire, il y avait quand même une annonce de Bitdefender pour un partenariat de Bitdefender avec Ferrari, et quelques jours après, il y a RansomX qui les a tapés, et Conti, entre autres la Banque Centrale de Tunisie, mais énormément d'autres. Donc là, si on doit rentrer un peu, si vous avez un meilleur titre, j'ai un goodies après, sauf par contre, si vous n'avez pas de meilleur titre, vous n'aurez pas de goodies. Donc je l'ai un peu intitulé de Cyber Ransom Startup Nation Gang, vous allez comprendre un peu pourquoi. Petit overview avant vraiment de faire le dive in. En février, donc là, quelques heures après vraiment la déclaration, du coup l'invasion de l'Ukraine, de la Russie sur l'Ukraine, il y a ce compte-là qui pop le vendredi, et Conti Leaks, et sur ce Conti Leaks là, on apprend qu'il y a toutes les conversations, donc l'équivalent à peu près d'1 an et demi de conversations, donc sur la messagerie Jabber, donc Jabber protocole XXMP. Donc pour vous la faire simple, pour les gens qui sont sur Slack ou encore sur Teams ou encore sur Messenger, c'est comme si tous les échanges de votre boîte étaient divulgués. Donc là, le compte là le publie, et vraiment au niveau même de la sphère cyber, il y a eu un avant et un après. Tout le monde était un peu en mind blown, et finalement à l'intérieur, c'était une mine d'or assez folle pour toutes les équipes d'investigation
au monde, pour les chercheurs en cybersécurité, parce que ça nous permettait un peu de comprendre un peu mieux comment se passait ce qu'il y avait à l'intérieur de ce groupe cybercriminel. Je le rappelle qu'il fait quand même partie des 5 groupes cybercriminels les plus connus, en tout cas les plus prolifiques. Ça, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Et fun fact ou pas fun fact, ce qui est drôle, c'est que beaucoup d'observateurs se sont dit, maintenant que tous leurs méthodos ont été exposés, il n'y aura plus de Conti. Et je peux vous hélas, Conti continue toujours d'opérer. Ça, on va en reparler un tout petit peu plus tard. Pour vous donner 2-3 petits éléments, si vous avez suivi ou pas du tout, ce dont on s'est rendu compte, c'est quand même finalement un peu aujourd'hui au niveau des groupes cybercriminels. Aujourd'hui, ce sont de vraies startups, ce sont de vraies entreprises, dans la mesure où il y a un peu, on va dire, un peu du head management dedans. Il y a des personnes encore qui vont vraiment s'occuper du recrutement, typiquement ce qu'on va un peu appeler les affiliates en anglais ou les affidés en français. Donc ça veut dire que ici à Montréal, si moi j'ai un peu mon groupe cybercriminel demain que je veux monter en Afrique, le but, si je veux vraiment me faire énormément d'argent, énormément de thunes, et après le blanchir avec des mixeurs et autres, ça c'est autre chose. L'idée, c'est un peu d'avoir des personnes partout sur la planète et donc de recruter des affidés. Donc les affidés, si ces personnes sont bonnes, soit en codage, sont bonnes, soit en programmation, là-dessus, je vais les prendre. Autre chose aussi, à l'intérieur de ça, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient spécifiques, qui regardaient les réseaux sociaux, qui regardaient ce que les journalistes disaient d'eux. Parce que forcément, plus votre hype va être élevé, plus vous allez être plus apte à venir prendre du monde, à recruter du monde et donc développer vraiment votre business. À l'intérieur aussi, une autre petite particularité que j'ai pas mis ici, il y a des gens qui font passer les tests techniques. Et un des tests techniques qui moi m'a fait énormément rire, mais aussi qui montre aussi aujourd'hui toute la complexité, mais comment aussi pour être un cybercriminel est facile. Une des questions, tenez-vous bien, c'était à quoi sert le port 23 ? C'était une des questions pour vous répondre à cette question-là. Vous étiez automatiquement, en tout cas, presque affilié à Conti. Ce qu'on a appris de manière générale, donc là c'est un peu au niveau de la Cyber Kitchen, donc je vais un peu essayer d'aller un peu rapidement, c'est que forcément il y a plusieurs accès initiaux, et dans les accès initiaux, donc là je voudrais prendre juste le temps de dire que lorsqu'on parle un peu de ransomware, hélas c'est la dernière partie, tout le monde s'excite, mais ça veut dire que en moyenne, entre 6 à 9 mois avant, les gars ils sont à l'intérieur, sauf que la première partie, ça part toujours ce qu'on appelle les IAB. Les IAB, qui sait un peu ce que c'est les IAB ? Pour Internet Access Broker, toute la partie courtier d'accès initiaux. Pour vous la faire simple, aujourd'hui, il y a éventuellement des gens qui ont déjà vos comptes, votre ID, votre username, votre password, qui vont le revendre sur le dark web, et c'est seulement à ce moment-là que les cybercriminels, donc des groupes comme Conti, des groupes comme Lockbit, comme Karakurt, vont les acheter et commencer toute la phase de reconnaissance, mouvement latéral, persistance, exfiltration et ransomware s'il y a lieu de ransomware. Forcément, les phishing adresse mail, Quackbot aussi qui est très répandu, surtout sur les Citrix users. La partie lateral movement, on a un compte initial avec un minimum de privilèges. L'idée ensuite, c'est de monter petit à petit jusqu'à forcément obtenir un compte admin de domaine si on est vraiment au niveau de l'environnement Windows avant de déployer, s'il lieu est, le ransomware. Quelques IOC, parce que les IOC ils sont assez intéressants. Aujourd'hui, comment fonctionne Conti et d'ailleurs comment fonctionne un grand nombre de TA, donc un grand nombre de threat actors. AnyDesk aujourd'hui qui est vraiment une plaie pour les administrateurs parce qu'à la base c'est un outil qui permet d'administrer. Quand vous avez des utilisateurs qui vous disent j'ai un souci sur mon PC, soit vous prenez la main avec du RDP, avec du MSTSC, ou alors avec du AnyDesk que vous installez sur la machine pour ensuite administrer. On retrouve aussi, là je le disais un peu, toute la partie Recon avec du RDP, du AD-Find qui est un peu en ligne de commande, qui est assez intéressant. Bloodhound, aussi bien intéressant pour les attaquants comme pour les défenseurs parce que c'est un outil qui est vraiment ce qu'on appelle un outil en forme de graphe qui va vous permettre, depuis le compte que vous avez, de voir tous les chemins d'attaque pour arriver jusqu'à compromettre le contrôleur de domaine. L'outil aussi netscan.exe et Cobalt Strike, forcément aujourd'hui, qui est, je pense, l'outil que tout le monde, en tout cas au niveau des cybercriminels qu'ils utilisent. Petit quiz time, que signifie TTR et TTP ? 1, 2, 3 ou 4 ? Je vous laisse lire rapidement. 1, 2, 3 ou 4, à main levée que je puisse un peu voir. Je vois du 4, je vois du 1, je vois du 4, je vois du 4. Eh bien, c'est bien et bien le 4. Le TTP pour les techniques, c'est une procédure du coup au niveau de la matrice Mitre. Et surtout aujourd'hui, un nouveau terme qui est apparu dans toute la spécificité des ransomware, qui est un peu le fameux time to ransom. Et le fameux time to ransom, là, hop, vous l'avez.
Zut, je me suis trompé de slide, mais c'est pas très grave, je vais revenir là-dessus. Au niveau de la persistance, ce qui est assez intéressant de voir, tout à l'heure j'en parlais un peu de AnyDesk, mais il y a aussi un autre outil, Cobalt Strike, et Cobalt Strike aujourd'hui, aussi bien en tant que défenseur, mais en tant qu'attaquant, c'est un outil à comprendre pour savoir comment on va les détecter, comment on va les tracer, quand il va y avoir du coup les fameux beacons et tout ce qu'il y a autour de ça. Au niveau après de la privilege escalation, Mimikatz est là, qui encore et aujourd'hui est l'outil qui va être utilisé pour faire un peu du pass de hache, pour aller dumper du LSAS et tout ce qu'il y a autour de ça. Et puis après la partie exfiltration qui est très intéressante, et là je vais faire un petit aparté, ce dont on se rend compte quand vous êtes un acteur, un threat actor, une fois que vous allez être à l'intérieur du réseau, que vous aurez fait toute la partie de la Cyber Kill Chain et arriver à la dernière partie, l'idée c'est de récupérer toutes les données que vous voulez, donc soit en faisant du SMB, soit en faisant du FTP, vers un single point, et depuis ce single point ensuite vous allez utiliser un outil soit comme Airclone, le configurer pour ensuite envoyer tout vers Mega, parce que Mega va pouvoir recevoir des très 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 gros volumes de données, ou alors d'autres services. Et donc ça, Airclone, j'en ai parlé, et Nota, donc c'est cette partie-là où je disais que le fameux dwell time, quand il y a le ransomware c'est déjà trop tard, l'exfiltration elle est déjà trop tard. Mais sauf que la période avant, elle oscille entre 2 à 3 mois. 2 à 3 mois au moment où ils vont récupérer les accès initiaux donc vers des IAB, commencer toute cette partie-là. Donc à la fois c'est long et c'est court. 1, 2, 3 ou 4. Je parlais un peu du fameux time to ransom. D'après vous, quand les attaquants sont dans votre réseau et qu'ils doivent absolument tout chiffrer, on est sur combien d'eux? On est sur 1, 2, 3 ou 4. Ouais, je vois 4. Je vois 2. Je vois 2 aussi. Et bah la réponse c'est 3. 3h48. 3h48 pour chiffrer tout un domaine. C'est assez peu, mais c'est aussi très 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 rapide. Quelques IOC sur Conti de manière générale. Qu'on va un peu analyser les leaks. Donc les leaks, juste pour vous montrer, qui ressemblent concrètement à quelque chose comme ça. Donc là, je vous ai récupéré tout ça. Et donc quand vous commencez à chercher à l'intérieur, donc c'est vraiment, comme je disais, des fichiers à plat, donc des fichiers JSON. Sur ces fichiers-là, vous avez aujourd'hui 341 membres dans Conti. Autre analyse assez intéressante au niveau un peu des adresses mail. Donc on a énormément de Onion. Donc toute la partie .onion, ça c'est vraiment les utilisateurs même, en tout cas les membres même de Conti. Et puis après toutes les autres adresses, c'est un peu les affiliés ou même des boîtes spécifiquement qu'ils ont créées pour les entreprises qu'ils ont hackées dans le monde. Ce qui est aussi assez intéressant, que j'ai voulu un peu vous faire ressortir avec 2-3 petites lignes. Quand vous tapez cette petite commande-là, de voir dans tout l'historique des conversations, vous aviez énormément d'adresses IP, et ces adresses IP-là, qu'on fait un peu ce qu'on appelle la partie enrichissement, on retrouve des choses autour des États-Unis, autour un peu de la Hollande, de la Russie, de la Lituanie, de l'Inde, de l'Ukraine, de la Grande-Bretagne. Donc on voit un tout petit peu de la France aussi, de la Bulgarie. Donc on voit un tout petit peu quelles sont les grosses entreprises qu'ils ont tapées dans le monde Conti. Il y a aussi un peu toute la partie HTTP et HTTPS. Donc là, si je vous prends juste cette commande-là et qu'on la met, hop, j'espère que vous voyez tous bien mon terminal. Là, ce qui est intéressant à voir, c'est dans tout l'historique de conversation, qu'on allait analyser ça. Donc là, c'est avec vraiment ces petits one-liners qui vous permettent un peu d'aller récupérer de l'information des IOC. Donc on voit un peu quels sont les outils, quels sont vraiment les sites web, quels sont les VPS, d'ailleurs sur lesquels on va pouvoir utiliser des bitcoins, parce que ces fournisseurs d'accès ne seront pas très regardants. Autre IOC un tout petit peu fun ou intéressant. Donc au total, on retrouvait 1131 adresses IP ou URL uniques, 301 adresses IP, donc la plupart du temps qui faisaient aussi référence à des C2, donc depuis qui ont été takedown, et des adresses Bitcoin. Et juste pour la petite information, tous les 213 adresses Bitcoin, quand ensuite on allait faire aussi de l'enregistrement, aller les regarder, ça représentait un peu plus de 185 millions de dollars. Le nombre de messages aussi, là je passe parce qu'il y a des choses un peu plus intéressantes dehors. Ah oui, autre chose un peu intéressante de voir aussi les user agents qu'ils utilisaient. Là, ça ne va pas forcément vous parler, je pense que dans la selle, certains oui. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'ils utilisent aussi des devices spécifiques en fonction des cibles qu'ils utilisaient. Donc là, on avait aussi bien du Google Play, aussi bien un peu des choses autour d'Android, puis après du Dalvik. Donc Dalvik, la plupart du temps, on va un peu être du coup sur des Raspberry Pi. Donc derrière, on peut aussi avoir une petite idée de l'infra qu'ils avaient entre eux. Du Macintosh et tout le reste, et beaucoup d'autres choses, mais bon, c'était juste pour vous donner un petit point.
Si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, il y a une team qui fait un travail assez brillantissime qui est vraiment de Differ Report. Assez intéressant, et d'ailleurs c'est là où je tire vraiment ce fameux time to ransom qui est en moyenne de 3h48. Il le détaille très bien dans ce papier. Autre chose qui est totalement, on va dire un tout petit peu what the fuck, c'est que lorsque vous voyez des grandes entreprises se dire non, on a les meilleurs antivirus, on a les meilleurs EDR, on a les meilleurs XDR, et que la réalité, et là c'est la réalité avec ce même qui parle dans lui-même, c'est qu'aujourd'hui il y a des jeunes qui sont peut-être en perdition, qui font vraiment des takedowns, en tout cas qui attaquent de très 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 grosses entreprises. Je pense qu'ici tout le monde a l'idée, à l'exemple de Uber en tête, et l'exemple aussi de GTA qui a leaké dernièrement. Ransomware, autre petite question, d'après vous, il y a combien de groupes de ransomware dans le monde? Une idée ou pas? Il y a combien de groupes de ransomware d'après vous dans le monde? 2? Plus de 100? Une autre réponse? 200? Et vous êtes assez timide, je trouve. Il y en a exactement aujourd'hui à peu près 150. Donc là, je vous ai fait une petite mind map. Donc, dans les plus connus comme Alphaby, il y a un peu Arvin Club, Delastro, Avadan, Avalocker, Babuc, Conti qu'on retrouve forcément, Darkside aussi, Egregor, Lockbit. Ce qui est intéressant avec Lockbit, c'est qu'il y a eu Lockbit, puis Lockbit 2.0, puis Lockbit 3.0, il y a Maze, il y a un peu tout ça. Ce qui est aussi intéressant un peu à comprendre au niveau de cette, de cette landscape-là, c'est qu'il y a différentes parties. Il y a vraiment des groupes ransomware au sens pur, sens premier du terme, où eux, ils vont vraiment faire de l'exfiltration et du ransomware, donc venir un peu chiffrer. Et d'autres groupes, un peu comme Karakurt, vu que l'affaire est totalement récente, qui eux vont entrer dans le système, vont faire comme un ransomware, mais ils vont pas du tout chiffrer le système. Ils vont juste exfiltrer la donnée, la mettre sur leur site, et là, à partir de là, dire soit l'entreprise met une enchère pour acheter ces données, ou alors s'il y a une autre entreprise dans le même secteur, c'est lui qui va mettre là-dessus. Là, je vous avais prévu un peu une démo en live, mais le réseau il est un tout petit peu pourri pour vous montrer comment ça fonctionnait rapidement. Mais vu que je ne peux pas faire cette démo en live, je vais vous parler du site ransomlook.io qui est juste monumental, qui va vous permettre, quand vous allez être dans des grosses teams pour faire de la CTI, pour faire de la Threat Intel, pour comprendre ces différents mécanismes-là, de pouvoir les faire rapidement. Donc là, vous avez tout un tas de données assez intéressantes. Donc là, comme je disais, 110 groupes traqués aujourd'hui, un peu plus de 175 dans le monde. Mais ce qui est intéressant aussi, il y a un peu derrière ce qu'on appelle des marketplaces. Donc les marketplaces, c'est tous les endroits, aussi bien du dark web, du darknet, du deep web, sur lesquels vous allez retrouver des samples, voire des leaks de données massifs que vous allez pouvoir récupérer, enrichi derrière aussi avec des groupes Telegram. Et donc moi je me base sur cet outil-là pour que j'ai énormément enrichi derrière. Typiquement aussi sur Telegram qui est une mine d'informations assez monumentale pour faire de la threat intel, pour récupérer des données, pour récupérer des samples, pour récupérer même des outils de cybercriminels et puis voir comment derrière on les fait. Et avec Ransomlook aussi, on peut voir les derniers posts. Donc les derniers posts qui sont placés derrière sur un code Python qui va aller analyser absolument toutes ces différents groupes cybercriminels, vu qu'ils ont des points onion, donc des adresses, des sites web sur le dark web. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il y a ce site-là, si je ne dis pas bêtises, BE c'est la Belgique, on a PUP Saint-Jean Industrie, voilà. Donc, et à chaque fois avec le groupe à côté qui va. Donc ransomlook.io, assez intéressant à voir. Là, l'idée maintenant de cette dernière partie, avant de passer à la partie questions-réponses, c'est un peu de vous donner des pistes assez concrètes pour mettre tout cela en place. Il y a un autre site qui s'appelle ransom-db.com qui va vous permettre un peu de trouver tous les groupes cybercriminels, donc vraiment ces 175 dont je parlais, et puis derrière les mettre un peu dans vos outils, quand vous voyez un peu des leaks passer vraiment sur la toile, de pouvoir aller directement là-dessus et voir est-ce que le leak il est avéré ou pas avéré. Autre chose aussi, on me pose souvent la question, comment tu fais pour récupérer tes leaks, parce qu'il faut quand même savoir que sur Tor, et en tout cas vraiment sur les réseaux Onion, à la base, c'est pas fait pour avoir un débit de malade. Et donc, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai codé à date un petit outil qui est basé d'ailleurs sur Aria. Aria qui est un outil en ligne de commande, mais qui permet de garder un statut. Donc en fait, c'est un peu comme avoir un buffer quand vous allez télécharger des choses. Et donc cet outil-là, je l'ai légèrement modifié pour, au lieu d'avoir une seule connexion avec un débit entre 50 kilobits par seconde jusqu'à 100 mégabits par seconde, en fait, j'ai 16 à 30 workers. Et quand il y a un des workers qui tombe, je
suis quasi sûr d'aller au bout du téléchargement de ce leak-là. Donc ça, c'est un petit tips pour ceux et celles qui voudraient un peu commencer à se plonger dans cette partie-là. Autre chose aussi, toujours qui est intéressante, parfois sur la partie dark web, quand il y a besoin de récupérer des arborescences, parce que certains, comme Logbit ou encore Alphabit, quand ils vont dévoiler les leaks, ils vont pas les faire sur un single zip, ou alors en fait ils vont mettre toute l'arborescence, et donc ça avec wget il y a moyen de récupérer toute l'arborescence et d'avoir exactement ce qu'il y a autour de ça. Pour la partie aussi un peu plus technique, pour aller plus loin, j'aime bien ELK, et donc il y a un petit fork d'ELK, donc pour la stack Elastic Logstash et Kibana, donc vous le récupérez sur le GitHub, et une fois que vous lancez ça, vous pouvez un peu avoir quelque chose de plus visuel sur ça, et surtout aussi le notebook de Thomas Ryoka, qui est un ingénieur de chez Microsoft, qui fait aussi un travail assez monumental sur toute la partie Threat Intel, et dernièrement qui a publié ce qu'on appelle un Juniper Notebook, pour vous aller pas à pas pour faire de l'analyse de leak et aller beaucoup plus loin que tout ça. J'ai parlé un peu de toute la partie landscape, mais le but aussi c'est de passer de l'autre côté et de se dire comment ensemble on pourrait rêver à un monde cyberspace un peu plus secure. Je pense peut-être que pendant ces 2 jours on l'a dit, redit, répété, mais si on n'éduque pas, si on n'avait pas et si on ne sensibilise pas, ça sert à rien. Dernièrement, j'ai eu la chance, mais hélas, la malchance pour ce pays-là, d'aller gérer une crise cyber, et on se rend compte que, in fine, le facteur, il était humain. Autre chose aussi, c'est peut-être le moment de parler un peu de web, de parler un peu de cyber éco-responsable, et ce, au travers des outils, au travers des solutions que nous développons. Pourquoi que nous soyons vraiment asservis par l'outil, asservis un peu par les technologies, mais que l'outil soit au service des gens. Là, pour prendre un exemple très concret, aujourd'hui, dans pas mal de boîtes dans lesquelles je peux passer, on voit une aberration, en tout cas une aberration pour moi, dans la mesure où les personnes, on va leur demander de changer le mot de passe entre 4 à 5 fois par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une aberration pour la simple et bonne raison que nous sommes tous des êtres prévisibles, moi le premier, et quand vous demandez à un utilisateur, d'autant plus qui n'est pas du tout sensibilisé, au bout de la 3e ou 4e rotation, il va forcément revenir sur des patterns, et c'est comme ça que énormément de boîtes se font taper. Donc pensez un tout petit peu responsable, un peu même dans la manière de mettre en place les cyber à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle un peu d'une région, et voire même à l'échelle d'un pays. Le cerveau, 2-3 petites pistes un peu, utiliser son cerveau, je pense qu'il n'y a pas mieux. L'AD, c'est vraiment critique. Si vous ne faites pas de l'AD, si votre AD il est vraiment à plat, totalement pourri, c'est pas quand vous allez vous faire péter, c'est juste une question de temps. Et ce qui est intéressant de mettre aussi en parallèle aujourd'hui, c'est qu'il y a des guides qui sont écrits comme un peu le crypt de Microsoft, dont l'ANSSI en France fait la promotion, qui est hyper bien écrit avec le tier 0, le tier 1, le tier 2, qui permet de reconstruire de manière beaucoup plus sécurisée, ceinturée brutale, une infrastructure. Le MFA, parce qu'aujourd'hui en fait le MFA apparemment pour certains ça sert à rien, avec le fameux MFA fatigue, et il y a même une alliance qui s'appelle la FIDO Alliance qui dit que les utilisateurs tellement ils sont useless, on va commencer à leur mettre du passwordless. Mais bon, ça c'est un autre débat. Puis après la gestion de crise, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de boîtes dans le monde, même des institutions assez prestigieuses qui ne sont pas du tout prêtes. Et le jour où vous faites taper, je peux vous dire que vous avez beau avoir les meilleurs, si vous n'avez pas des personnes qui sont à votre chevet, vous allez énormément galérer. L'éducation, la sensibilisation, encore et toujours, le Cloud OS, j'en parle pas parce que ça, nos comments, on déplace tout simplement le sujet. Et ma seule advice, vu que j'avais commencé par une citation, je vais en terminer par une. Knowing it is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. Merci. Donc si vous avez des questions, c'est un peu l'occasion de parler. J'essaie de faire rapide. J'espère que vous avez tout eu. J'ai un micro ici, sinon il y a un micro là. N'hésitez pas, là, c'est toujours le fun. On a un genre de 12 minutes, je pense, pour les questions avant la prochaine conférence, qui est Gabriel. Donc, je ne vois pas de questions. Des annonces? Ah non, mais là, attends, on va commencer par les questions, non? Ah, OK. Et on a 2 annonces à faire, je ne sais pas si ça marche. C'est bon. Bonjour, je ne viens pas troller, vous m'entendez tous? Oui. Ouais, super. J'ai pas vu j'ai vu des mecs qui m'ont regardé comme ça, ils se sont dit pourquoi il vient troller le truc. On a 2 petites annonces à faire. Alors, je sais pas si j'ai pas eu le temps, j'étais du coup sur la plénière du fond. Il y a eu les démos techniques. Est-ce qu'on a parlé des CyberPass? Non, pas un mot? No spoil. Bien joué. On lance, ok.
On a une première et une deuxième petite annonce. Bonjour à tous, pardon, parce que pour le coup, j'arrive en troll, mais la moindre des choses, c'est d'être poli. Donc bonjour à tous et merci pour l'audience pour Hackers sans frontières, qu'on resitue, une ONG basée en Suisse, forte de 500 membres actifs et fort d'un partenariat avec des gens comme YesWeHack. On a 40 000 hackers éthiques sur l'intégralité des 130 pays qu'on couvre. Et le but, c'est d'apporter gratuitement une aide en cas de cyberattaque, principalement aux ONG qui sont sur le terrain, mais aussi pour des associations qui sont d'utilité publique ou tout simplement des associations tout court, et notamment celles qui n'ont pas les moyens de pouvoir se protéger dans le cyberespace. Donc les annonces qu'on voulait vous faire aujourd'hui, au-delà de la démo de Saks qu'on ne présente plus, c'est le CyberPass, un produit qu'on lance. C'est un produit, c'est ni plus ni moins qu'une plateforme web qui va couvrir les 3 pans de la société civile, à savoir l'éducation, donc les écoles, ça va de l'école primaire jusqu'à l'université. Le CyberPass Family, donc ça c'est plutôt pour la maison, et sensibiliser principalement les enfants, mais aussi les adultes aux questions de l'usage du numérique à la maison, et l'usage orienté beaucoup plus sécurité que apprentissage des outils, qui soient bureautiques ou applicatifs dédiés à leur métier ou l'usage de maison. Et le troisième pan du CyberPass, c'est le cyberpass.pro. Donc ça parle aux entreprises, mais ça va de l'indépendant jusqu'à la société qui est cotée en bourse. Donc on a l'extrême humilité de dire que c'est un petit produit, mais qu'on veut livrer directement aux États, aux confédérations, aux communautés de pays. Je pense à l'Union africaine avec laquelle on commence à travailler. Et le but, c'est que les gens se l'approprient parce que c'est gratuit pour toujours. Il n'y a pas de question d'argent. Encore une fois, on est une ONG, on ne vend rien. Le but, c'est d'aider les gens concrètement. Voilà, donc ça, c'est la première annonce. La deuxième annonce, c'est en cas de cyberattaque, clairement, on est dans le curatif. Qu'est-ce qu'on fait ? Avant d'appeler un cabinet et payer quelques centaines de milliers de dollars la semaine avec une armada de consultants qui va débarquer chez vous, nous, on a constaté que les zones étaient, souvent désertées de bon sens. On a besoin tout de suite, quand on est une collectivité, donc une ville, une région, une province, un département, peu importe, ou que vous soyez un privé, donc une entreprise commerciale, comment vous parlez en fait à vos clients, ou même si vous êtes une entreprise informatique, vous vous êtes vous-même fait attaquer, comment vous faites pour repartir ? On sait tous qu'il y a énormément un panel d'outils disponibles en ligne qui vous permettent de le faire. Et nous, on a créé une boîte qui s'appelle l'Emergency Box, qui dépend principalement des acteurs du cloud, sans les citer. C'est de la AWS, c'est du Google, c'est du Microsoft. Bref, c'est une boîte qui vous permet instantanément de repartir avec une messagerie, de la téléphonie sur IP et un site web minimaliste pour au moins discuter avec les gens. Et je ne vous parle pas de tout le pan collaboratif ici. Je pense que vous êtes tous plus qu'aguerris sur comment collaborer avec les outils en ligne. Mais au moins, ça a le mérite d'exister parce qu'on a vu que ça n'existait pas. C'est-à-dire une boîte gratuitement à la disposition de celui qui vient de se faire attaquer. Donc j'invite tous les CISO, j'invite tous les professionnels en fait, de la sécurité à nous parler en off ou même à nous envoyer des mails ou à venir nous rencontrer tant qu'on est encore présent ici pour vous expliquer un peu plus en détail comment en fait, rapidement, gratuitement, simplement, on peut faire au moins vivre ou mettre un tuba en dehors de l'eau pour permettre aux gens qui se sont fait attaquer de respirer. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à tous. Merci, très intéressant. On a encore quelques minutes. S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez venir ici. Sinon, moi, j'aurais peut-être une question. En ce moment, on est vraiment là, surstimulé. Je peux me rapprocher de toi si tu veux m'entendre directement. Mais on est surstimulé par différentes mesures de protection. Je sais que tu en as mentionné plusieurs dans ta présentation. Mais là, je vais te demander, pour tout le monde ici présent, de dire c'est quoi le top 1 mitigation que tu recommanderais en entreprise. Donc, s'il y a une chose que les gens ici doivent ramener chez eux puis dire « Hey, dans notre boîte, on change ça, c'est inacceptable », ça serait quoi? La seule chose vraiment, hein, c'est d'avoir des logs. En fait, c'est tout bête à dire, hein, mais quand vous êtes en investigation, que vous êtes appelé, que vous devez être mobilisé sur 2 ou 3 heures et être sur place en 12 heures en fonction de là où vous vous rendez, si vous n'avez pas de log, si vous n'avez pas de la matière sur laquelle dire on va venir, de manière générale, après une cyberattaque, c'est qu'on a énormément de suppositions. Ces suppositions-là, lors de la gestion de crise, donc de la réponse à incident, on va venir vraiment, Olivier, te dire, finalement, ça, on va envoyer ça. Est-ce que finalement, c'est toi qui as cliqué sur le mail ou alors c'est un autre collègue? Mais ça, pour le faire, faut un peu des logs. Et je peux vous dire le nombre d'entreprises qui achètent des produits, vraiment de super produits aujourd'hui du marché, mais qui ne prennent pas assez le temps de les configurer.
Et c'est tellement dommage parce que le jour où ça t'arrive, c'est là que tu te dis, bah, il n'y a plus ça. Donc je pense que vraiment la première chose, c'est de mettre les logs. Et la deuxième, je reviens encore, hein, si vous ne prenez pas du tout le temps de mettre juste vos salariés, leur montrer les choses, c'est compliqué. Tu auras beau avoir les meilleurs outils, tu vas continuer de te faire. J'avais peut-être aussi prévu, on pose aussi assez souvent la question, comment on peut avoir assez rapidement tout ce qui va être... Bon bah tant pis, en fait j'allais vous montrer aussi de manière concrète comment ça fonctionne parce que, tiens d'ailleurs, combien de personnes ont réellement vu à quoi ressemble un ransomware quand vous faites chiffrer? Est-ce que vous pouvez lever la main ou pas, que je puisse voir? Bah voilà, et ça, en fait ça ne m'étonne pas du tout parce qu'on parle énormément des ransomware, mais très peu de personnes savent réellement à quoi ressemble un ransomware. Donc ouais, c'est vraiment les deux trucs que moi je dirais. Parfait, merci. Encore une fois, une bonne main d'applaudissement pour Clément. On a genre 3 minutes, le temps de changer de présentateur, puis pour avoir Gabriel qui est juste ici. Puis après ça, on vous revient.